encore une fois, oui, excusez-moi, la machine me demandait si j'étais d'accord avec le fait que c'était enregistré. Donc, je clique, j'ai compris. Oui, voilà. Donc, excusez-moi, donc, effectivement, c'est une illustration. Ici, ce n'est pas restrictif. Donc, c'est pour montrer l'étendue de notre mandat. Encore une fois, un petit instant, excusez-moi, très léger problème technologique. Donc, les CHSLD aussi, centres hospitaliers de soins longue durée, les organismes communautaires, donc particulièrement les organismes communautaires qui sont financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, puisqu'ils sont régis par ce ministère-là, ils font partie du régime d'examen des plaintes. Les CLSC, évidemment, les centres jeunesse et aussi les résidences privées pour aînés. On pourra voir plus précisément, plus loin, qu'est-ce que les résidences privées pour aînés qui, comme le nom le dit, sont des institutions privées. Qu'est-ce qu'ils font un petit peu ici, etc. Donc, je passe ressources intermédiaires, RTF, etc., etc. Nos services, donc les services des CAP, donc effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, nous assistons, nous accompagnons, c'est-à-dire, donc, nous informons sur les droits en santé et concernant les baux en RPA. Nous aidons à préciser la nature des insatisfactions. Nous offrons un soutien dans la rédaction de documents utiles à ces démarches-là, évidemment. Nous accompagnons lors de rencontres au besoin, que ce soit une rencontre avec le commissaire aux plaintes, avec le médecin examinateur, mais dans le cadre du mandat Cap sur le bail aussi avec le gestionnaire de la RPA, éventuellement dans les audiences du tribunal. Nous guidons dans la sélection des documents nécessaires, nous effectuons les suivis afin de s'assurer de respecter les délais qui, dans le cas comme on va le voir dans le cas d'une RPA, peuvent être assez sévères et précis. Et enfin, nos services sont gratuits et confidentiels. On a 3 mandats, ou on aurait pu dire 3 champs d'intervention. Donc, le régime d'examen des plaintes, comme je le disais, qui est notre mandat traditionnel. Depuis 2019, Cap sur le bail, donc en résidence privée pour aînés, mais aussi ce qui a trait à la maltraitance, autant dans le réseau de la santé que dans les RPA. Donc, je vois qu'il y a une question qui est apparue. Donc, je laisse un petit peu Éric juger de la nécessité de me couper pour me poser la question. C'est une question d'éclaircissement, évidemment. Il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Sinon, on peut, comme je le disais, les garder pour la fin, pour la période d'échange. Donc, si on va dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une RPA? Une RPA, donc, c'est un acronyme qui désigne les résidences privées pour aînés. C'est une entreprise privée. Donc, au Québec, il y a à peu près 1700 RPA sur le territoire. La grande majorité sont des entreprises privées à but lucratif, mais il y en a une portion, pas énorme, mais quand même existante, qui sont des OSBL, donc des organismes sans but lucratif. C'est un secteur d'activité qui a tendance où il y a une tendance, excusez-moi, mais il y a une tendance à la disparition des plus petites RPA, malheureusement, et à l'apparition de RPA de plus en plus grandes. Donc, vous avez sûrement vu, proche de chez vous, d'immenses édifices en construction qui vont devenir des RPA avec des 200, des 300, des 400 unités. C'est assez colossal. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les plus petites RPA disparaissent, donc les RPA de 90 chambres et moins, ou plutôt logements et moins.
Et les RPA de 90, 100, 200 unités, eux, apparaissent. Donc, ce qu'on voit, le portrait global, ce qu'on voit, c'est que le nombre de RPA au Québec diminue constamment d'année en année, mais le nombre d'unités, lui, augmente d'année en année. Donc, on voit depuis 5 ans, selon le regroupement québécois des RPA, c'est en moyenne 2 RPA par semaine qui vont disparaître, malheureusement. C'est aussi un secteur qui est de plus en plus concentré dans quelques grands groupes, donc les grands groupes qu'on connaît bien aussi, qui sont Chartwell, Cogir, Résidence Soleil, le groupe Maurice, le réseau Sélection. Ce sont aussi, donc les résidences privées pour aînés sont certifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Une RPA, donc c'est un immeuble d'habitation qui est réservé aux personnes âgées de 65 ans et plus. Ce sont des résidences destinées à héberger des personnes autonomes ou semi-autonomes. Donc, ça, c'est important. Donc, les personnes qui sont jugées non autonomes, normalement, je dis bien normalement, vont être plutôt dirigées dans des CHSLD ou dans des ressources intermédiaires. Les RPA aussi offrent aussi différents services, des services de repas, soins, entretien. Donc, au Québec, l'appellation résidence privée pour aînés est réservée au propriétaire d'une résidence qui obtient un certificat de conformité, donc un certificat qui est émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui garantit que celle-ci répond à certaines exigences en matière de sécurité et de qualité des services. Évidemment, un RPA, ce n'est pas un CHSLD, ce n'est pas non plus une ressource de type familial, non plus une ressource intermédiaire. Donc, souvent dans les médias, on va voir la confusion entre les deux. Donc, c'est très différent. Ce qui va marquer la différence, c'est, comme je le disais, le niveau d'autonomie souvent. Donc, quand les personnes ne sont plus jugées comme étant autonomes, elles vont être dans des CHSLD majoritairement. CHSLD, par ailleurs, qui peuvent être publics, privés, privés conventionnés ou privés non conventionnés. Et là, on rentre dans un tout autre territoire où je n'irai pas. Les RPA, donc, offrent des services collectifs, donc, par exemple, des bibliothèques, une cuisine commune, des espaces privés pour recevoir des visiteurs, une piscine, salle d'entraînement, de billard, etc. Offrent aussi des services personnels, donc des services qui s'adressent à la personne, les services alimentaires, des repas, des collations, des services d'assistance personnelle, de l'aide à l'hygiène quotidienne, distribution ou administration de médicaments, soins infirmiers, etc. Et des services à la carte. Donc là, encore là, je réserve ça pour un petit peu plus tard, mais c'est important de faire de préciser cette information-là. Donc finalement, une résidence privée pour aînés est encadrée d'une part par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par la certification dont on vient de parler. Dans ces cas-là, le processus, si éventuellement on veut porter plainte, le processus va être le régime d'examen des plaintes. Mais comme on va le voir aussi, les RPA sont encadrés par le Code civil du Québec. Donc, c'est ce qui fait qu'on va signer un bail quand on réside dans une RPA. Et à ce moment-là, la voie pour réclamation, plainte, etc., sera le tribunal administratif du logement. Donc, on voit que dans une RPA, il y a au moins ces deux chemins-là si on veut faire un processus de plainte. Les RPA sont par ailleurs encadrés par les municipalités, le RBQ, le MAPAC, etc. Mais encore là, on n'ira pas là. Donc, le régime d'examen des plaintes en RPA. Donc, comme comité d'usagers, vous savez bien que
dans le réseau de la santé, on a des droits, mais aussi en RPA. Donc, le régime d'examen des plaintes, c'est un processus simple et accessible qui vise l'amélioration des services dans le réseau. C'est un processus qui est non judiciaire. C'est un processus, c'est un mécanisme qui est gratuit, confidentiel et qui permet de corriger relativement rapidement une situation précise. Donc, le régime d'examen des plaintes peut être utile dans une RPA s'il y a des problèmes. Il peut être utile, premièrement, si, comme résident d'une RPA, on reçoit des services directement du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, on peut à ce moment-là invoquer les droits des usagers, des articles 4 à 16 de la loi Santé et services sociaux. C'est là que le comité d'usagers de territoire peut rentrer en ligne de compte. Hein? S'ils font attention à ce qui se passe dans les RPA, oui, tout à fait. Ça peut faire partie de leur rôle. Effectivement. Mais ça, pour ce premier item-là, c'est le cas de toute façon de n'importe qui vit dans une maison, dans un appartement, n'importe où. Mais c'est important de dire que c'est aussi le cas quand on est résident d'une RPA, si un employé du CLSC vient ou si une agence qui est engagée par le CLSC vient nous offrir un service, le régime et ces droits-là peuvent être utilisés. Les services offerts par la RPA, là, c'est différent. On rentre dans un autre domaine. Donc, c'est pas, on ne pourra pas utiliser les articles 4 à 16 dont on a vu parce qu'on n'est pas à ce moment-là considéré comme un usager du réseau de la santé. Mais le régime d'examen des plaintes est quand même utile parce que, comme le dit l'article 60 de la loi Santé et services sociaux, on peut porter plainte relativement aux services qu'on a reçus ou qu'on aurait dû recevoir. Donc, c'est une deuxième voie pour le régime d'examen des plaintes. La certification aussi encadre, comme je vous l'ai montré, les RPA. Donc, la certification va permettre, excusez-moi, je vais me retrouver dans mes papiers. Donc, la certification encadre les RPA. Dans le règlement sur la certification, on va retrouver les différentes catégories de RPA, des critères socio-sanitaires à respecter, des critères de santé, sécurité, des normes par rapport, par exemple, à la contention des résidents éventuellement, etc., etc. Mais il y a un article que j'aime bien faire ressortir dans la certification, qui est l'article 36, qui dit que l'exploitant d'une RPA doit adopter un code d'éthique qui doit comprendre minimalement les éléments suivants. Donc, premièrement, le droit des résidents d'être traités avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité, de leur autonomie et en fonction de leurs besoins. L'affirmation de la philosophie de bientraitance, selon laquelle les actions posées envers les résidents doivent favoriser leur bien-être, leur épanouissement et leur pouvoir de décision, le droit à l'information et à la liberté d'expression, etc. Donc, encore là, c'est des choses qui sont importantes de faire ressortir et qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une plainte qui va se faire dans le cadre du régime d'examen des plaintes, etc. Donc, l'article comporte d'autres éléments. La maltraitance aussi peut être invoquée. Donc, la loi visant à lutter contre la maltraitance considère les RPA dans son champ d'action. Donc, encore là, si quelqu'un est victime de maltraitance dans une RPA, il peut tout à fait utiliser le régime d'examen des plaintes, s'adresser au commissariat aux plaintes pour le cas de maltraitance en question. Maintenant, les droits du locataire et le TAL, donc ce qui a plus spécifiquement, comme on l'a vu, rapport avec le Code civil. Avant d'aller plus loin, j'ai peut-être une question qui pourrait être intéressante
à Oui. répondre, Sébastien, concernant l'application des 12 droits en RPA. Les 12 droits s'appliquent seulement aux services offerts par le réseau et non aux services offerts directement par la RPA. Est-ce que les RPA ne sont pas considérés comme faisant partie du réseau de la santé de par la certification? C'est ça, c'est une excellente question. Lorsqu'on reçoit des services de la RPA comme tel, on n'est pas considéré comme un usager du réseau de la santé. Donc, effectivement, ces droits-là ne peuvent pas être... c'est sûr que quand on porte plainte au commissaire, on peut les nommer, etc. Mais puis, au niveau du commissariat, puisque ce n'est pas un processus judiciaire, je pense qu'on peut très bien les utiliser, les invoquer, etc. C'est simplement qu'il y a une distinction légale qui, au bout du compte, je ne pense pas qu'au quotidien, mais au bout du compte, prend son importance. Au niveau légal, comme je le dis, c'est ça, on n'est pas usager du réseau comme locataire de la RPA. Non, effectivement. Je ne sais pas si je réponds bien. Je l'espère, sinon on pourra y revenir, parce que c'est une question importante, on pourrait revenir à la période de discussion. Donc, les 12 droits s'appliquent seulement aux services offerts par le réseau de la santé? D'une manière stricte, oui, c'est ça. C'est ça, juste pour être sûr que j'ai bien compris, parce que c'est moi qui ai posé la question, là. Mais en fait, c'est que, par exemple, si quelqu'un, sa distribution de médicaments est faite par un employé de la RPA et non par une infirmière du CLSC, par exemple, s'il n'est pas satisfait du service, il ne pourrait pas nécessairement faire une plainte directement en lien avec son droit au service. Par contre, si c'était un service reçu d'une infirmière du CLSC, à ce moment-là, ce serait possible. C'est ce que, mettons, j'en retiens à titre d'exemple. Bien, très concrètement, moi, je vous encourage à le faire de toute façon, parce que le commissaire, lui, doit s'assurer que les services sont bien rendus dans la RPA. C'est simplement, puis c'est peut-être une distinction qui n'est pas nécessaire de faire, mais je trouve ça important de la faire malgré tout. Si on y va strictement au niveau légal, ces droits-là ne s'appliquent pas directement aux résidents de RPA, effectivement. Mais puisqu'on s'adresse de toute façon au commissaire, je pense que concrètement, dans l'expérience, la plupart des CAP vont malgré tout utiliser ces droits-là pour aller revendiquer des interventions du commissaire qui va s'assurer de façon plus générale que les services soient bien rendus. OK, je comprends. En fait, c'est que le fait d'être résident d'une RPA ne te définit pas comme usager. Par contre, tu peux quand même utiliser les 12 droits des usagers pour te défendre par rapport à certains services qui découlent de ces principes-là. C'est ça. Si on était devant les avocats du gouvernement, on pourrait avoir une longue discussion là-dessus, mais concrètement, je pense qu'on peut effectivement les utiliser de toute façon. OK, merci. C'est une distinction un peu légaliste, peut-être. Je vous rappelle qu'il y a une période de questions à la fin, mais quand même, j'ai une autre question. Donc, une RPA, une question de Dominique Lavoie là, qui pourrait être clarifiée un petit peu. Là. Donc, une RPA doit être semi-autonome pour être considérée avec un CHSLD. Je n'ai pas compris, je m'excuse. Est-ce que Dominique voudrait poser sa question, dans le fond, Mme Lavoie? Voilà. C'est qu'un CHSLD, il a ses droits. Tu veux faire une plainte, ça va aller. Si c'est une RPA, est-ce qu'il faut qu'elle soit reliée comme... parce que pour moi, une RPA, il y a une RPA privée, mais il y a certaines RPA où il y a une partie de résidence intermédiaire. Puis si elle est intermédiaire, elle est reliée au CHSLD. Ce que j'ai compris, en gros, c'est que les plaintes, peu importe que tu sois d'une RPA semi-autonome, une RPA privée ou un CHSLD, tu fais ta plainte de toute façon. Tu fais ta plainte de toute façon au commissaire aux plaintes. Au commissaire aux plaintes.
Ouais. Puis lui, il va juger que oui, ça dépend des autres ou non, ça ne dépend pas, mais il y a une plainte à faire pareil pour qu'il soit régi par... C'est ça. Pour faire une Puis plainte le à quelque commissaire, part. de toute façon, va s'assurer que les services soient bien rendus. C'est beau. Merci. J'aurais une question, moi, peut-être pour bien comprendre. Est-ce qu'on peut amener un exemple où ça serait pas un des droits ne serait pas retenu? Là? Est-ce qu'on a un exemple par le contraire? Bien, je vais OK. je vais juste revenir en arrière. Là, vous voyez, on peut formuler une plainte qui est relativement au service qu'on a reçu ou on aurait dû recevoir. Là, on est au point de vue très légal de la chose. Si on a une interprétation de cet article-là, ce qu'on comprend dans le fond, c'est qu'il faut que les services soient bien rendus. Et le rôle du commissaire, ça va être de s'assurer que ces services-là le soient. Donc, c'est sûr que là, on n'est pas dans le cadre très précis des articles 4 à 16, mais malgré tout, c'est le même acteur qui agit, le commissaire aux plaintes, avec les mêmes critères plus ou moins. Là. Donc, très concrètement, ça donne la même chose là, du point de vue des résidents là, de RPA. Mais je reviens, est-ce qu'il y aurait un exemple où une plainte serait refusée? Non. Non. OK, non. OK, parfait. Ça fait qu'il faut envoyer les plaintes. C'est la première exactement. étape. Puis d'habitude, il nous renvoie à l'instance où on doit s'adresser quand il... C'est ça. Là où le commissaire souvent va se désengager, c'est quand il considère que ça concerne plutôt le tribunal administratif du logement. Mais là, c'est ça, on est ailleurs. Donc, si on touche justement à ces droits-là qui sont relatifs au tribunal administratif du logement, donc, il faut évidemment se rappeler que le bail est un contrat qui est régi par le Code civil du Québec. Pardon, Mme Gagnon avait la main levée. Je veux juste être certain que... Ah oui, je voulais juste apporter un complément de ma compréhension. Là. Je ne sais pas si c'est correct de parler comme ça. La seule différence dans notre intervention, c'est qu'on ne pourra pas, si c'est une RPA, c'est privé, donc on ne s'adressera pas aux intervenants de la RPA nécessairement. En tant que comité des usagers, on est mieux de passer plus directement au commissaire parce que démêler qu'est-ce qui va être... il faut porter plainte quand même. Si c'est relié vraiment au service à domicile, c'est vraiment relié CLSC, c'est correct, c'est un employé du CIUS. Si c'est un service qui est offert par la RPA, c'est du service privé. Faut signaler quand même s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, mais on va le signaler directement. Je me verrais mal intervenir dans une RPA privée pour leur dire... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Bien, effectivement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, s'il y a un problème avec les services, on peut s'adresser au commissaire, aux plaintes, qui, lui, va intervenir à peu près de la même façon. Est-ce que ça va pour ça, pour l'instant? Pour l'instant. Oui, c'est bon. Donc, en matière de logement, les recours sont portés au tribunal administratif du logement. Donc, signer un bail avec une RPA, c'est conclure un contrat pour habiter un logement et y recevoir des services. Comme tout contrat, le bail vous accorde des droits prévus à la loi, mais vous vous engagez aussi à respecter plusieurs obligations. Parmi ces droits-là, donc évidemment, habiter un logement,
profiter librement de votre logement et des aires communes, être traité avec respect, dignité et courtoisie, bénéficier d'un logement bien entretenu et réparé, habiter un milieu de vie assurant votre santé et votre sécurité, avoir accès aux services communautaires de la résidence. Il y a aussi, comme je le disais, des obligations comme locataire, donc évidemment payer votre loyer mensuel qui inclut le coût des services inscrit à la partie 2 de l'annexe 6. Donc, ce petit morceau de phrase-là, inquiétez-vous pas, on va y revenir. Donc, on retient payer votre loyer mensuel, donner accès à votre logement pour des réparations éventuellement, etc. Il y a aussi, évidemment, respecter les règles internes de la résidence et, au moment du départ, remettre votre logement en bon état. Les principales obligations du propriétaire, maintenant, donc fournir un logement en bon état, entretenir et réparer le logement, dispenser les services auxquels a souscrit le locataire et maintenir la tarification indiquée à l'annexe 6 pour la durée du bail. Donc, c'est le tribunal administratif du logement qui est l'instance désignée pour traiter les causes en lien avec le logement. Cependant, il ne faut pas oublier deux possibilités, c'est-à-dire que le tribunal administratif du logement, avant que je poursuive, je vais préciser, le tribunal administratif du logement est une instance judiciaire. Donc, le processus n'est pas du tout semblable à celui du commissaire aux plaintes, qui a une approche beaucoup plus souple. Donc, quand on s'engage dans des démarches au tribunal administratif du logement, il faut s'attendre à des procédures extrêmement précises et sévères. Donc, on peut difficilement s'en exclure. Mais il y a deux possibilités aussi par rapport à ces règles-là. Premièrement, la médiation, qui est offerte, encadrée par le tribunal administratif du logement, et aussi l'entente entre les parties. Donc, par rapport à tous ces droits-là, par rapport à toutes ces obligations-là, on peut aussi simplement s'asseoir éventuellement avec les gestionnaires de RPA et essayer de s'entendre. Ça, c'est un rôle aussi que peut jouer les CAP, donc dans l'accompagnement de ces ententes-là, de ces discussions-là. Maintenant, rapidement, je vais vous présenter quelques pièges à éviter quand on doit signer un bail. Le bail, donc, c'est 3 documents quand on est en RPA. Premièrement, il y a le formulaire que sûrement la plupart d'entre vous connaissent déjà pour avoir été locataire dans un logement traditionnel. Mais il y a aussi, quand on est en RPA, l'annexe 6 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui contient les services qui sont disponibles et auxquels on va souscrire. Mais il y a un troisième document aussi qui est important, qui fait partie de ce qu'on appelle le bail de façon légale. Donc, c'est le règlement d'immeuble. On va regarder chacun de ces documents-là en détail dans les prochaines diapos. Donc, dans le formulaire principal, il y a des éléments à surveiller. Premièrement, le coût du loyer. Donc, le coût du loyer va comprendre le loyer de base, le coût des services qui sont à l'annexe 6 et donc l'addition de ces deux prix-là va donner le loyer total. Donc, c'est important à considérer. Il y a certains gestionnaires de RPA qui vont laisser penser que les coûts qui sont dans l'annexe 6 ne sont pas régis par le tribunal administratif du logement, ce qui n'est pas vrai. Donc, l'ensemble des coûts peuvent être contestés éventuellement par le locataire au tribunal administratif du logement. Autre chose à retenir, c'est que beaucoup de gestionnaires de RPA vont exiger un virement bancaire pour payer le loyer.
ce qui est inconfortable pour plusieurs. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas du tout obligatoire. En fait, ce qui est obligatoire éventuellement, si le locataire le veut, c'est que le loyer peut être payé à domicile avec un chèque à chaque mois. Donc, le propriétaire peut être contraint à aller chercher ce chèque-là à l'appartement directement au début de chaque mois. Donc, retenir que les virements électroniques ne sont pas du tout obligatoires. Autre chose à surveiller, c'est que normalement, le règlement que j'ai déjà évoqué, que je vais parler un petit peu plus loin, doit être remis avant la conclusion du bail et doit être lu par le locataire et compris. Ça a son importance parce que des fois, évidemment, ce règlement-là qui régit la vie commune a son importance, mais contient quelquefois aussi des clauses illégales, ce sur quoi on va revenir aussi. Il faut comprendre qu'un règlement qui est contenu dans ce règlement ne peut pas contredire le bail, donc ce qui est dans ce premier document-là, ni contrevenir à la loi plus largement. S'il y a des travaux et réparations, donc il faut s'assurer qu'ils soient inscrits clairement dans le bail, parce que si on veut faire des réclamations par la suite, ça va être utile. Autre chose, excusez-moi, j'ai changé trop rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout locataire peut contester une hausse de loyer à chaque année. Cependant, si l'édifice ou la RPA a moins de 5 ans, ça ne sera pas possible. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le propriétaire va pouvoir augmenter un petit peu à sa guise le loyer sans que les locataires puissent le contester. Donc, ça, c'est important d'en être conscient dès le départ. Donc, ça se retrouve aussi dans le bail. C'est important aussi de s'assurer que si on prend un logement qui a déjà été habité, que le loyer précédent est bien inscrit, parce que c'est ce qui va nous permettre éventuellement de voir si le loyer qui nous est proposé est raisonnable et si on veut le contester. Et finalement, ce que je dirais, c'est que le bail est extrêmement bien fait. Il y a beaucoup d'informations. Les droits des locataires sont très, très bien expliqués. Donc, ça vaut vraiment la peine de le lire en détail. C'est une mine d'or pour les locataires. Donc, je vous encourage éventuellement à le lire. Maintenant, l'annexe 6, donc, c'est l'annexe dans laquelle sont inscrits les services auxquels on a droit. Donc, l'annexe 6 comporte 2 parties. Une première partie qui comprend les services qui s'adressent à tout. Donc, si vous voulez, on peut comparer les RPA à des tout inclus. Donc, il y a des services qui sont inclus dans le loyer de base, qui sont souvent les services communs, bibliothèque, piscine, etc., mais aussi éventuellement en présence d'une infirmière, etc. Dans la partie 1, les prix ne sont pas indiqués parce qu'ils sont inclus déjà dans le loyer de base. Par contre, dans la partie 2, ça, c'est les services qui s'adressent à chaque personne. Donc, à ce moment-là, les services personnels vont être, les prix vont être inclus. Enfin, le troisième document qui comporte ce qu'on appelle le bail, le règlement d'immeuble. Donc, c'est important de le lire, comme je le disais, parce qu'il faut, évidemment, il va falloir le respecter par la suite, mais aussi parce qu'il peut comporter des clauses illégales. Des exemples de clauses illégales, c'est par exemple s'il est écrit, s'il y a un règlement qui dit que le propriétaire peut vous demander un montant X, un dépôt par exemple, pour prévoir les bris que vous pourriez faire dans le logement. Ce n'est pas légal, on n'a pas le droit. Le propriétaire ne peut pas demander de tel dépôt. Même chose, dépôt pour les clés, etc. Donc, je passe très rapidement parce que le temps file.
Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'à partir d'avril 2022, il va y avoir un nouveau bail qui va être spécifiquement adressé au logement pour RPA. Donc, le bail va rester essentiellement le même avec les mêmes clauses que je vous ai présentées. Peut-être la différence importante à savoir, c'est que la fameuse annexe 6 que je viens de vous présenter va être incluse dans ce premier document-là. Donc, à l'avenir, le bail va être constitué de 2 documents, ce formulaire-là, plus le règlement d'immeuble. Rapidement, je vais parler du renouvellement, du processus de renouvellement du bail. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, comme je le disais, le bail est un contrat qui est régi par le Code civil du Québec et le bail ne peut être modifié qu'une seule fois par année. Donc, en cours d'année, le propriétaire ne peut pas imposer quelque modifications que ce soit au niveau du prix, au niveau des services, au niveau des différents avantages qui sont prévus dans le contrat de base. Donc, à moins qu'il y ait une entente entre les parties. Donc, évidemment, c'est toujours possible, dans le cadre d'un contrat, s'il y a une entente entre les parties, de le modifier. Mais ce qui est sûr, c'est que ces modifications-là ne peuvent pas être imposées. Donc, un bail, normalement, va durer 12 mois. S'il n'y a pas de modification, ce bail-là va se renouveler automatiquement et aux mêmes conditions. Donc, il sera pas, donc ça va être le cas, sauf si le propriétaire va y apporter des modifications ou si vous désirez quitter à la fin du bail. Donc, si c'est le cas, il va falloir en aviser la partie de 3 à 6 mois avant la fin du bail. Donc, par exemple, si vous êtes locataire, vous avez un bail que vous avez signé au début de l'année, 3 à 6 mois avant la fin du bail, donc par exemple au mois de mars, si le bail commence au mois de juillet, vous allez recevoir un avis qui vous propose des modifications, donc une hausse du loyer, une modification au règlement, etc. Donc, cet avis-là, vous allez avoir 3 options comme locataire. Et encore là, ces 3 options-là sont très importantes parce qu'elles ne sont pas toujours explicitement proposées. Donc, vous allez devoir aviser le propriétaire que vous acceptez ces modifications-là. Deuxième option, vous allez devoir l'aviser que vous refusez les conditions proposées, mais que vous voulez rester dans le logement. Ou vous avisez le propriétaire que vous quitterez le logement à la fin du bail. Donc, dans un cas comme dans l'autre, un avis écrit doit être transmis avant la fin du bail à l'autre partie. Donc, j'ai été extrêmement rapidement, par manque de temps, je m'en excuse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je voulais amener et illustrer ici un petit peu, c'est que les procédures sont extrêmement précises dans le cas des baux. Il faut respecter des délais très, très précis et c'est extrêmement important parce que, par exemple, si je reçois l'avis de modification, par exemple, je reçois un avis de modification qui annonce une augmentation de 50 $ par mois. Et si je ne conteste pas cette augmentation-là, de fait, si je ne respecte pas les délais, cette augmentation-là va être automatiquement ajoutée à mon bail. Alors que si je voulais la contester, je devrais respecter un délai d'1 mois pour exprimer cette contestation-là au propriétaire. Sébastien, Oui. on me demande si, lorsque le bail est renouvelé, est-ce qu'une nouvelle copie du document doit être signée et produite? Non, pas nécessairement.
Donc, c'est important de garder son bail original, le premier bail qu'on a signé. Par la suite, les différents avis de modification vont devenir des annexes, si on veut. Puis, si éventuellement on a besoin de présenter légalement son bail, les annexes vont devoir être considérées, là. Donc, il n'y a pas un nouveau formulaire de bail qui est signé à chaque année. Donc, rapidement, je présente une nouvelle possibilité qui était ajoutée au printemps dernier, donc depuis avril 2021, c'est la demande conjointe. Donc, les demandes conjointes, c'est la possibilité pour plusieurs locataires de faire des réclamations. Une demande conjointe n'est pas un recours collectif. C'est le même esprit, c'est-à-dire qu'on se met à plusieurs pour réclamer quelque chose, mais ce n'est pas du tout les mêmes procédures. Donc, la distinction est importante à ce niveau-là. La demande conjointe est possible dans 2 situations seulement. Donc, c'est afin d'obtenir une diminution de loyer parce que, par exemple, on n'a pas reçu les services qu'on aurait dû. Donc, cette réclamation-là, vous comprenez qu'elle est très populaire dans le contexte de la pandémie parce que beaucoup d'RPA ont cessé d'offrir des services. Et donc, après la fin des restrictions, il y a plusieurs locataires qui ont décidé de demander un remboursement pour ces services-là qui n'ont pas été offerts. Donc, la demande conjointe permet de le faire collectivement. La deuxième possibilité, c'est lorsqu'il y a des clauses illégales, soit dans le formulaire de bail directement, soit dans le règlement d'immeuble. Enfin, des outils qu'on peut vous proposer. Donc, sur le site de la Fédération, donc fcaap.ca, vous allez trouver une section résidence privée pour aînés très bien faite, dans lesquelles vous allez trouver des informations du même style que ce que je viens de vous communiquer, mais aussi des outils comme ce que vous voyez à droite, donc les deux cahiers qui ont été faits par le gouvernement du Québec qui informent sur les droits des locataires. Il y a aussi une série de vidéos qu'on a créées qui expliquent l'essentiel des droits et obligations des locataires. Donc, les fameuses publications du gouvernement dont je vous parlais plus tôt. Donc, ça ferait le tour rapidement de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Je vais enlever le partage d'écran, ce qui va nous permettre de nous voir peut-être. Voilà. Merci de votre attention. Merci Sébastien. Je tiens à préciser là, que la vidéo et la présentation PowerPoint un peu modifiée, lorsqu'elle sera disponible, va être mise sur notre site Internet. On va mettre des liens vers le site, vers les outils de la FCAP, si Sébastien est d'accord avec ça. Sinon, est-ce que j'avais une question? Peut-on contester le loyer en CHSLD? Je ne sais pas si dans ton expérience, Sébastien. Non, la question c'est non, parce qu'en CHSLD, là, on n'est pas du tout dans le même univers. En CHSLD, là, on est vraiment directement dans le réseau de la santé, services sociaux, donc il n'y a pas de bail en CHSLD. Voilà. Parfait. J'ai M. Caillé. Bonjour à tous. J'aurais 2-3 petites questions. À l'article 36, où on parle des choses de respect des droits puis envers les gens, au niveau du personnel des RPA, est-ce qu'il y a une formation obligatoire vis-à-vis du personnel dans les RPA présentement, ou est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de les obliger
un peu comme dans les compagnies, quand il y a du harcèlement ou quoi que ce soit, on oblige qu'il y ait une formation en compagnie. Est-ce que ce serait une chose qui serait intéressante? L'autre question que je vais toutes vous les donner au fur et à mesure, j'ai remarqué pour avoir des jeunes en famille, au niveau des RPA, quand vous dites le bail se renouvelle automatique, beaucoup de RPA pratiquent d'avoir comme un nouveau bail. Ça suppose à ce moment-là qu'il faut que tu ailles vérifier toutes les clauses d'avant pour voir si c'est tout resté les mêmes, au lieu d'avoir juste la partie qui est l'augmentation. Ça veut dire qu'on est en mesure d'exiger d'avoir tout simplement pas signé de nouveau bail afin d'éviter de perdre certains droits, je pense, en tous les cas. Et finalement, le délai, lorsqu'il nous envoie l'augmentation du 3 à 6 mois, si j'ai bien compris, le délai à une augmentation serait qu'on aurait 1 mois, comme ce qui est toute la régie du logement également. Alors, c'est mes 3 questions. Oui, ben, merci pour vos questions. Ben, écoutez, non, il n'y a pas de formation obligatoire à ce stade-ci. Ce qui est obligatoire, c'est pour le propriétaire, comme je vous l'ai dit, d'adopter un code d'éthique. Et ce code d'éthique-là, évidemment, doit être remis, doit être lu par les employés. Mais il n'y a pas de formation comme telle. Cela dit, je suis d'accord avec vous, ça serait une excellente idée. Par rapport aux baux qui sont imposés à chaque année par les propriétaires, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a autant de possibilités de contourner la loi qu'il y a de règles dans la loi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais le dire autrement, ça devient tellement compliqué de maîtriser chacune des règles, chacune des procédures que ça devient facile pour quelqu'un qui maîtrise toutes ces règles-là, toutes ces procédures-là, de manipuler les gens qui ne les maîtrisent pas. Donc, c'est peut-être, en tout cas, l'exemple que vous amenez, peut-être une autre façon de contourner l'essentiel de la loi, là, qui serait de respecter le locataire. Enfin, par rapport au délai, j'ai noté délai sur ma feuille, j'ai oublié votre question. Mais ce que je dirais, c'est que j'ai été extrêmement rapidement, puis je m'en excuse, peut-être que j'aurais dû réduire le nombre de diapositives, mais j'ai été extrêmement rapidement sur tout ça parce que c'est, comme je viens de le dire, c'est d'une grande complexité. Il y a énormément d'éléments à considérer. Donc, moi, je vous encourage à contacter le CAP de votre région pour poser vos questions, pour avoir des détails, puis pour avoir vraiment les procédures dans l'ordre et être sûr de rien oublier, là. Donc, moi, je voulais comme vous brosser un portrait général aujourd'hui pour que vous ayez une idée de tout ce qui existe. Si je peux me permettre, Sébastien. Vous ne pourrez pas, avec ce que je vous ai dit, vous débrouiller, là. J'en ai pas dit assez, loin de là. Sébastien, si je peux me permettre. Oui. Pour répondre à la dernière question de M. Caillé concernant le délai, vous avez raison, c'est le propriétaire a 3 à 6 mois pour transmettre l'avis, mais vous, le locataire a, lui, 1 mois à la date de réception pour pouvoir répondre. Au-delà de s'il ne répond pas dans le mois, le propriétaire pourra considérer que le locataire a accepté. Ou même dans le même cas, si le propriétaire, lui, ne respecte pas les 3 à 6 mois, s'il envoie dans un délai trop court avant la fin du bail, c'est-à-dire avant les 3 mois de la fin du bail, son avis de renouvellement ne sera pas légal et si on veut jouer le livre, comme on dit, bien, le locataire pourrait considérer que cet avis-là a été envoyé trop tard et ne pas être considéré. Bon, bien là, il y a toujours l'idée après ça de dire on essaie de s'entendre parce qu'on va vivre sous le même toit, là, mais c'est ça la loi. Est-ce que ça répond à votre question, M. Caillé? Parfait, merci. Pierre, vous êtes aussi à la Fédération des CAP, hein? Oui, je suis conseiller aux communications à la Fédération des CAP. Merci beaucoup. Madame Henry. Madame Henry. Bonjour. Écoutez, j'avais une question concernant le nouveau bail.
Est-ce que vous l'avez regardé? J'imagine que vous l'avez étudié. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Y a-t-il des points sur lesquels il faut s'inquiéter ou il faut porter une attention particulière? Bien, écoutez, le nouveau bail est très, très, très semblable à l'ancien. Je dirais qu'essentiellement, les modifications sont au niveau du graphisme, de la présentation. Donc, c'est plus aéré, c'est plus espacé. Il y a certains droits qui concernent plus spécifiquement les locataires en RPA qui vont être mis en valeur. Nous, notre analyse, c'est qu'essentiellement, il n'y a pas une amélioration aussi importante qu'on aurait espéré, mais il y a pas, c'est pas pire qu'avant. C'est assez semblable à ce qu'on avait avant. OK, merci. J'aurais une autre question, si vous me permettez. Par rapport aux plaintes conjointes, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de documents à compléter pour les résidents? Oui. Oui. Puis Pardon? Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire. Ça n'a pas de bon sens. C'est inhumain et puis ça démotive totalement. Oui, bien là, écoutez, ça se passe au niveau des procédures sur lesquelles on n'a pas vraiment de pouvoir direct. Donc, effectivement, il faut nommer le problème et amener des transformations. Mais je pense que c'est là aussi que le service d'un CAP peut être utile, c'est-à-dire assister, accompagner dans tout ce processus-là qui est d'une très grande complexité. C'est là qu'un CAP peut être utile. Madame Germain. Oui, bonjour. Moi, je suis présentement comme citoyenne en processus de plainte avec la commissaire aux plaintes pour mon père dans une RPA. Est-ce que, parce qu'il n'y a pas de défibrillateur dans une RPA qui a à peu près au-dessus de 200 personnes contre les employés plus les visiteurs, et ce n'est pas une obligation dans la loi. Alors, moi, j'ai fait la plainte au niveau du CIS, au niveau de la personne responsable des accréditations. On m'a dit, fais une plainte au commissaire. J'ai fait une plainte au commissaire. J'ai fait une plainte aussi à la députée parce que je ne sais pas quel impact la plainte du commissaire, la plainte faite au commissaire va avoir un impact parce que ce n'est pas eux autres qui vont être capables de faire changer la loi. Mais écoutez, là, moi, quand on sonne pour avoir de l'aide puis que le répartiteur nous dit arrange-toi pour avoir un défibrillateur proche puis que tu n'en as pas, je trouve ça un peu spécial. Mais je veux savoir, moi, ça n'a peut-être pas rapport avec les baux, mais est-ce que la plainte qu'on va faire vraiment à notre commissaire aux plaintes risque d'avoir une recommandation au ministère? Ça peut-tu faire un changement? Puis si vous me dites non tout de suite, moi, je vais monter plus haut, là. J'attends juste la réponse de la commissaire, puis moi, je fais dans le tas parce que je trouve ça inhumain que des petites affaires aient des petits organismes communautaires aient un défibrillateur dans le bâtisse, puis qu'eux autres, ils n'en ont pas, là, en tout cas. Moi, si j'avais à vous répondre, je vous dirais oui. Oui, allez plus haut déjà, tout de suite. Ah, bon, je suis bien contente. Attendez pas. Oui. Ça ne veut pas dire que le commissaire ne fera rien, mais le régime d'examen des plaintes a des limites importantes. C'est ce que ça serait peut-être le sujet d'une autre discussion. Donc, moi, je pense que oui, il y a des choses qui sont importantes d'amener plus au niveau politique, c'est certain. Là. De la même façon que l'intervenante précédente disait que ça n'avait pas d'allure, les procédures nécessaires pour la demande conjointe. On peut le critiquer, etc. Mais ça prend des décisions politiques pour transformer ces choses-là. Fait que ma députée, elle s'est débarrassée du problème, d'après ce que je peux voir. Là. Elle m'a dit, fais une plainte au 6. Je m'attendais de ça. En tout cas, merci. On n'a pas d'autres questions. Pour le moment, j'en profiterai pour vous demander, s'il vous plaît, de bien remplir le formulaire d'appréciation. Ça nous aide à nous améliorer. Donc, vous aurez reçu ça.
Et puis, je vous invite à consulter le calendrier des webinaires aussi du RPCU, parce qu'il y en aura d'autres, le prochain en février avec l'OIIQ, donc l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Est-ce que j'aurais d'autres questions? Ici, j'ai beaucoup de remerciements. Est-ce nécessaire d'être représenté par un avocat devant le tribunal administratif du logement? C'est une question de M. Pelletier. Je ne peux pas répondre de façon absolue à cette question-là, mais oui, ça peut être utile dans la mesure où c'est un tribunal et il y a des bonnes chances que la résidence, elle, soit représentée par un avocat. Donc, c'est ça. Donc, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les CAP, eux, ne jouent pas le rôle d'un avocat. Donc, un CAP ne représente pas un locataire en RPA. Il va pouvoir l'assister, encore là, l'accompagner lors de l'audience. Il va pouvoir être présent lors de l'audience. Mais à aucun moment, sauf exception, il va pouvoir s'exprimer au nom de la personne, ce que va faire un avocat. Et le CAP ne donnera pas de conseil juridique non plus. Il va pouvoir informer sur les règles générales, mais ne pourra pas donner de conseils juridiques ou de proposer des stratégies pour gagner sa cause. Je rajouterais qu'encore faut-il que les aînés puissent se payer un avocat, là. Mm-hmm. C'est pas la réalité. Puis dans une plainte conjointe, juste d'organiser ça, c'est plus que 10 documents, là. C'est pire que les 10 documents. Il faut rejoindre tous les gens qui sont prêts qui sont sur la plainte, puis s'assurer qu'ils sont prêts à défrayer des frais d'avocat. Ça n'a pas de bon sens. Non, je trouve que c'est assez inégal à ce niveau-là, au niveau du tribunal administratif du logement, parce que, je ne sais pas, moi, je ne suis pas seule là souvent, mais j'aimerais savoir des cas où il y a eu des avocats en présence, il doit pas en avoir une tonne, là. Ça, c'est un point faible. D'ailleurs, on travaille là-dessus, la QDR, là. On parle d'avis juridique, on travaille énormément là-dessus qui vont servir... je ne peux pas en dire plus, là, mais ça va servir à tous ceux qui sont en plainte conjointe, on l'espère. C'est notre grosse action qui s'en vient dans les jours et semaines. Bien, moi, je peux juste saluer cette initiative-là parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent juste être adressés d'un point de vue politique parce que ça demande des changements législatifs. Cela dit, ce n'est pas le champ d'action de la Fédération des CAP, donc je pense que ça fait partie de la complémentarité de nos actions. Absolument. Autant les comités d'usagers que la QDR va avoir des revendications, va porter des dossiers collectivement, va amener des revendications sur la place publique au nom de ses membres. Ça, c'est incontournable, c'est super important dans une démocratie comme la nôtre. Cela dit, ce n'est pas le champ d'action des CAP qui vont y aller beaucoup plus dans une perspective individuelle, d'accompagnement des individus. Donc, c'est à ce niveau-là aussi que la complémentarité de nos actions peut être mise à profit, là. Écoutez, je dirais qu'on est sur la fin et j'en profiterai pour remercier beaucoup Sébastien Harvey de la Fédération des CAP. Merci aussi à Pierre. Vraiment intéressant de pouvoir collaborer avec vous. Puis, j'espère que ça se passe aussi. J'espère que ça se passe aussi entre les comités d'usagers et les CAP à travers la province. Donc, encore une fois, un grand merci pour votre présence à tous. Vous êtes beaucoup à venir à nos webinaires. Je suis bien content. Donc, je vous souhaiterais une belle journée. Un dernier petit mot, Sébastien? Un dernier petit mot pour vous remercier toutes et tous de votre participation, de votre attention et à une prochaine, certainement. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Bye bye.